Regardez 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération avec Continuum Concept Store à Metz. Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver. Voici d'ailleurs sans plus tarder le programme de ces 26 prochaines minutes. C'est un visage familier du territoire, un jeune engagé et militant pour la biodiversité. Victor Noël vient de signer son deuxième livre où il nous questionne sur la place du vivant. Il nous le fera découvrir dans un instant. Dans notre chronique Jeux Olympiques de Paris 2024, Quentin Bigot et le bilan de sa saison qui s'achève. Le vice-champion du monde de lancer de marteau poursuit tout de même ses entraînements. Dans notre esprit d'artiste, Lisa Dan sera avec nous. Cette Sarregueminoise qui s'est fait connaître du grand public grâce au célèbre télécrochet. La France a un incroyable talent, poursuit ses projets. Elle était d'ailleurs la semaine passée à Metz pour tourner le second clip de son second single Décalé. Mais tout de suite, je vous propose de faire notre grand rendez-vous avec l'actu pure. C'est parti. Le nombre d'étudiants étrangers en France a fortement augmenté en 2021-2022. Il y a plus de 400 000 étudiants étrangers en France. Après une année de stagnation à cause de la pandémie de Covid-19, le nombre d'étudiants étrangers augmente de 8% pour l'année 2021-2022. L'Université de Lorraine compte 9 900 étudiants internationaux, soit un étudiant sur 6. Après Parcoursup, une plateforme pour faciliter l'inscription en master des étudiants, un site internet pour éviter que les étudiants se retrouvent sans affectation à la fac à la fin de leur licence. Comment cela est trop souvent le cas, voilà de ce qu'a annoncé la ministre de l'Enseignement supérieur. Les épreuves de spécialité du baccalauréat 2023 auront lieu le 20, 21 et 22 mars sur une partie réservée du programme. Elles seront précisées jeudi. À présent, je vous propose qu'on rejoigne Victor Noël dans Actu Pure. Salut Victor. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Merci, ça va plutôt bien et je suis extrêmement ravi de t'accueillir ici dans cet endroit entre la ville et puis également la nature. C'est des endroits que tu affectionnes, non? Ouais, puis surtout ça nous montre que même quand on est en ville, souvent on se dit les gens qui vivent en ville, ils n'ont rien à observer, il faut qu'ils bougent, qu'ils fassent des kilomètres pour aller en forêt, à la campagne. Non, on voit bien que même en ville, même quand il y a du béton, il suffit de lever les yeux pour observer. Il suffit simplement d'être plus attentif à ce qui nous entoure. Est-ce que selon toi, il devrait en avoir plus des endroits comme celui-ci? Ouais, je pense qu'on ne laisse pas encore assez la place aux sauvages en ville. Alors, sans aller jusqu'au parc, on a la manie de le moindre petit bout de sauvage, de le supprimer de la ville. Et donc ça, c'est un autre rapport qu'on doit avoir au sauvage. On doit trouver beau finalement ce qui vit et de profiter du vivant en ville. Et donc on doit végétaliser les villes pour beaucoup de raisons et ne pas rejeter le sauvage. Et tu vas tout nous expliquer. Alors Victor, toi tu as été le premier jeune interviewé dans 100% Jeunesse. C'était en janvier 2019. Est-ce que tu t'en rappelles? Ouais, c'était derrière chez toi. C'était derrière chez moi. Ouais. C'est ça, exactement. Je te propose justement qu'on regarde un court extrait. Regardez. On se rend compte que la biodiversité chute tous les jours. Et donc ça donne envie de la protéger, entre guillemets. Je rappelle qu'on est en train de vivre une 6e extinction, donc c'est pas rien, quoi. Il faut apprendre à cohabiter avec le sauvage et changer notre perception sur la nature, c'est vraiment très important. Bon, Victor, est-ce que le discours a changé par rapport à janvier 2019 ? Globalement non, je suis toujours sur un peu près la même longueur d'onde. J'essaye toujours de faire respecter les espèces qui nous entourent, d'essayer de faire modifier un peu notre rapport au vivant et de porter l'idée du changement culturel et sociétal. Alors depuis notre rencontre, tu as enchaîné les conférences, les interviews, puis également les livres. Et maintenant, aujourd'hui, un second, il est sorti il y a quelques jours, Sur le chemin du vivant. C'est quoi son premier message à ce deuxième livre ? Ce livre, il prend la forme d'une promenade à travers mon environnement familier. Donc, je passe au bord de la Moselle, de la forêt derrière chez moi, en ville. En fait, j'invite à observer, à s'émerveiller, à être attentif au vivant à chaque instant, finalement, pour prendre conscience que l'humain n'est pas le seul à habiter la Terre, qu'il y a d'autres espèces qui nous entourent, qu'elles ont des besoins. En fait, la promenade, c'est avant tout un prétexte pour questionner notre société et notre rapport au vivant, qui non seulement oublie les espèces, mais les méprise et ne les prend pas en considération. Puis en fait, les chemins du vivant, ils doivent aussi nous emmener vers l'engagement et on doit prendre part au combat de notre temps, quoi. Est-ce que tu penses que l'humain prend une place plus importante que la nature, selon toi ? Alors déjà, pour moi, le terme nature, c'est un mot que
que j'utilise pas. Je préfère utiliser le mot biodiversité ou vivant parce que nature, dans le terme, dans l'usage qu'on en fait, sous-entendrait qu'il y ait l'humain d'un côté et le reste du vivant de l'autre. Donc finalement, l'humain fait partie du monde vivant et bien sûr, il prend une place excessive dans les écosystèmes, dans sa façon d'habiter l'espace, dans sa façon de cultiver, dans sa façon de fonctionner dans les forêts. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on délaisse un peu notre emprise, qu'on arrive à partager un peu plus l'espace, à avoir l'idée de la cohabitation avec les autres espèces. Et voilà, ça demande un peu une leçon d'humilité aussi. T'essayes finalement un peu de nous faire ouvrir les yeux sur le vivant qui nous entoure. Ouais, c'est ça, c'est de sortir un peu d'un renfermement sur nous-mêmes. Il n'y a pas que l'humain qui compte sur cette terre. Regardez, ouvrez les yeux, émerveillez-vous. Et en fait, on pourrait appeler ça la politisation de la contemplation. J'observe, je me rends compte que je ne suis pas tout seul, qu'il y a des espèces et des besoins. Je les prends en considération. Je rejette une vision du monde qui les oublie. Et je m'insurge, je m'offusque contre un système qui les détruit. Globalement, c'est ça. C'est ça qu'il faut résumer. Voilà, on est ici au parc de la Seille, on a cette biodiversité, on a l'eau juste à côté de nous. L'eau, c'est également un peu ce qui a fondé l'histoire du vivant. C'est ce que tu nous rappelles longuement durant le livre. Ouais, en fait, mon livre, il commence au bord de la Moselle, au bord de l'eau, et je dis que c'est l'élément où notre histoire, celle des vivants, a commencé. Il y a 3,8 milliards d'années, les premiers êtres unicellulaires sont apparus, et de ces premiers êtres unicellulaires, nous descendons tous. Le saule qui est juste là, le plantain lancéolé qui pousse ici, toi, moi, les oiseaux qui passent au-dessus de nos têtes, tous les vivants de cette terre ont une histoire commune. Et donc, on a aussi finalement on doit avoir une préoccupation commune, celle de l'habitabilité de la Terre pour toutes ces espèces qui est mise en danger actuellement à cause de notre système destructeur. Et c'est important également de souligner qu'il n'y a pas d'un côté la biodiversité, la nature et l'humain. On est finalement tout un écosystème. Oui, c'est ça, on est un tout et ce tout doit être respecté. Je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il n'était pas pour un droit de la nature supérieur au droit de l'homme. Ça montre qu'il n'a pas compris la chose. Un système qui détruit l'humain est un système qui détruit le reste du vivant et un système qui détruit le vivant est un système qui détruit l'humain. Parce que l'humain vit grâce aux autres espèces et fait partie du vivant. Mais donc il faut comprendre qu'on vit grâce aux autres espèces, mais on doit aussi avoir la motivation de défendre les espèces pour ce qu'elles sont et pas seulement parce qu'elles nous sont utiles. Ça, c'est aussi quelque chose à développer dans notre rapport au vivant. Alors tu dis qu'il y a un combat à faire pour une autre société, que c'est capital. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi une autre société ? Je pense que tout doit être changé, que ça soit de façon culturelle et sociétale. Et donc d'abord, on doit changer, comme j'ai dit, notre culture et puis après, de façon concrète, notre façon de fonctionner, de produire, de cultiver. Notre agriculture est très destructrice actuellement, notre façon même de nous nourrir, d'habiter l'espace. Et donc, on doit remettre en question ce système économique capitaliste, disons-le. Tant qu'on sera dans ce système capitaliste, on considérera toujours le vivant comme ayant une simple valeur marchande, comme étant un puits de ressources sans fin. Et donc, en fait, on doit se battre pour ça. Je pense que à chaque niveau d'engagement est nécessaire, peu importe ce qu'on fait, tant qu'on lutte et qu'on prend part au combat, c'est une bonne chose. Et le livre, c'est vital. Et le livre permet justement ce combat ? Le livre, non seulement il appelle à ce combat, alors le livre, il n'est pas tant axé sur qu'est-ce qu'on fait concrètement de façon sociétale dans notre façon de produire, dans l'agriculture, mais ça reflète un rapport plus profond aux vivants. Si on les rejette, le sauvage, à cette échelle-là, on le rejette à une toute autre échelle. Et donc c'est par des petits exemples comme ça que j'essaye de questionner notre rapport aux vivants dans ce livre. Merci beaucoup merci Victor toi, Noël pour cet entretien. On le rappelle, ton deuxième livre, Sur le chemin du vivant. Sur les chemins du vivant, Il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et surtout, on ne l'achète pas sur Amazon. Très bien, on note ça. On ne va pas sur Amazon pour acheter ton livre. Merci beaucoup. Merci à toi, Victor Noël. Changement de décor à présent, c'est notre rubrique JO 2024. Cette semaine, je vous propose de tisser le portrait de Quentin Bigot. En mai dernier, il bat son record personnel avec un jet de marteau à 78,90 mètres de haut. Le vice-champion du monde de lancer de marteau ne perd pas son véritable objectif et point de vue, les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ça passe avant tout par des qualifications, certes, mais il y a aussi les entraînements qui sont très importants. Regardez. Quentin Bigot, 78,06, pas très loin de la médaille d'argent. Allez, le gros cri, le gros cri! Et pour rectifier et corriger le tir, c'est bien un record de 80,55 mètres et non de 78,99. C'est 2 mètres, mais ça peut faire la différence et ça fait la différence. Quentin Bigot, est-ce que j'ai eu tort de dire que les entraînements sont primordiaux ? Ah bah ça, que ce soit mon sport ou n'importe quel sport, les entraînements c'est la base du progrès, c'est la base d'une compétition. On dit souvent d'ailleurs, il y a Usain Bolt qui disait à l'époque entraînement facile, compétition difficile.
Donc quand on s'entraîne dur, normalement la compétition, ça peut être que du plaisir. Logiquement, c'est que du plaisir. Et on s'entraîne dur justement avec un coach. Ce coach qui est Pierre-Jean Vazel. Vous avez apparemment un lien fort tous les deux, assez fusionnel, raconte-nous. Oui, parce que Pierre-Jean, à la base, c'est pas naturellement que je me suis tourné vers lui. Je l'ai rencontré en 2015, un peu par hasard, par le hasard des réseaux sociaux. Et quand je l'ai rencontré, c'était pas dans le but qu'il m'entraîne. C'est-à-dire que je l'ai rencontré pour échanger. Je suis un passionné d'athlétisme, un passionné de sport, de l'histoire du sport, de ma discipline. Et je l'ai rencontré dans cet esprit-là. Et puis on a beaucoup échangé. Je me suis rendu compte qu'il en savait beaucoup sur le lancer de marteau. Et de fil en aiguille, à un moment donné, je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais m'entraîner? Et pour lui, ça a été naturel de me dire oui. Bon alors Corentin, il faut le dire, tu es blessé au dos, il y a eu une blessure au dos. Comment ça va depuis cette blessure? Ça va mieux, heureusement. Ça va mieux. Alors effectivement, je me suis fait mal au dos au premier essai des championnats d'Europe. On l'a beaucoup répété et répété. Quentin s'est fait mal au dos. Heureusement, c'était ma fin de saison, donc j'ai pu prendre des vacances, me reposer, ce qui a fait du bien au dos. Et là, on reprend l'entraînement tout doucement, en ayant un protocole bien précis et en faisant attention à cette petite blessure au dos. Mais je suis bien suivi, bien accompagné, donc il n'y a rien de grave. Ça ne m'empêchera pas de lancer encore à plus de 80 mètres l'année prochaine, voire plus de 81 ou 82 mètres en 2024. On va parler d'un sujet qui en tout cas te porte à cœur. Il y a eu un repenti du dopage, un écart de route. Quelles ont été un petit peu les répercussions justement sur ta vie aussi bien de sportif mais aussi ta vie personnelle? Sur l'immédiat, ça a été très dur, forcément. On tombe de haut, j'avais 19 ans, donc il y a très loin maintenant, parce que je vais avoir 30 ans. Une grosse erreur, peut-être la plus grosse erreur de ma vie. Je me dis que j'ai une dette vis-à-vis des gens, vis-à-vis des jeunes que j'ai pu décevoir. Et si je peux payer ma dette en luttant contre ce fléau, qui mieux que moi aujourd'hui peut en parler finalement, Ce n'est pas les athlètes qui peut-être disent ne rien prendre ou ne sont jamais fait prendre qui peuvent en parler, mais je pense que les athlètes qui sont tombés dedans, qui sont revenus, je pense peuvent mieux en parler, peuvent mieux parler de ce qui les a détruits. Parce que plus légitime. Plus légitime. Et je pense que c'est dommage qu'on ne nous invite pas un peu plus sur la lutte contre le dopage, parce que mon discours, mon histoire, quand je la raconte à des jeunes, je sais qu'elle prend beaucoup parce que je leur parle avec de l'émotion, avec même de l'émotion parfois qui est visible, parce que ça me rappelle aussi de très mauvais souvenirs. Mais je me dis que ces jeunes-là, jamais ils feront l'erreur du dopage. Et si un jour dans ma carrière, j'en empêche un ou deux de suivre le même chemin, tous ceux qui m'en veulent aujourd'hui, c'est pas grave. Et pourtant, après le dopage, il y a eu les meilleurs résultats, oui, tout à fait. Ce qui montre finalement qu'on n'a pas besoin de ce dopage pour réussir et on peut y arriver. Tout à fait, on peut y arriver, il faut y croire. Moi, je suis un passionné de ma discipline. Quelque part, je pense que ma plus grande force, c'est d'avoir toujours cru en moi, d'avoir toujours aimé ce que je fais et d'avoir jamais abandonné. Ça, c'est un beau discours. Après, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir ce contrôle positif à 19 ans. J'étais très jeune. Le lancer de marteau, c'est un sport à maturité très tardive. C'est le sport à maturité tardive le plus âgé de l'athlétisme. On fait notre perte de pointe à 30 ans actuellement. C'est bientôt finalement. C'est bientôt. Donc j'ai eu le temps en fait depuis de compenser entre guillemets le fait qu'il n'y avait plus de dopage par une préparation physique, par plein de choses. Parce que des fois, effectivement, les gens se disent il lançait 78 mètres pendant qu'il se dopait, aujourd'hui il fait 80 mètres. C'est quand même bizarre. Non, je peux l'expliquer, j'étais très jeune, j'étais pas encore à ma maturité, j'avais plein d'expériences à aller chercher, j'avais du travail technique à faire, surtout physique aussi, parce que le lancer de marteau, il faut être fort, et on ne devient pas fort en un claquement de doigts. Donc il a fallu attendre mes 30 ans cette année pour lancer à 80 mètres 55. Avec des scores pareils, 80,55 mètres, c'est assez rare quand même dans la discipline. Est-ce que ça va permettre la probabilité peut-être d'un top 4 ? C'est ce qui s'est passé cet été, puisque je fais 4e au championnat du monde avec 80 mètres 24. Donc le podium. Le podium, oui, bien sûr que j'y pense. Après là, 80 mètres 24 cet été au championnat du monde, on est 4e. Il y a certaines éditions, j'aurais été sur le podium, voire que j'aurais gagné avec cette perf-là. Donc le niveau est juste très dense. C'est pas moi qui suis mauvais. En toute modestie, je pense que j'ai vraiment fait un très bon concours des championnats du monde. Et moi, je ne regrette rien. J'étais très content de ma place de 4e. J'estimais que je ne pouvais pas aller chercher le podium cette année. Mais tous les ans, avec mon coach, on prend 1 mètre à 1 mètre 50. Donc ça me laisse de bons espoirs pour l'année prochaine, sachant qu'un podium aujourd'hui, c'est 80 mètres, 80, 81 mètres. Donc il y a 50 cm, 1 mètre à prendre. Qu'est-ce que c'est 50 cm? C'est pas grand-chose. Et ça, je l'intègre dans mon esprit et on fait tout pour travailler tous les jours en disant
il y a ça à gagner. On se bat tous les jours pour aller le chercher. La date approche, c'est dans 2 ans, les JO 2024. Oui. Comment on s'y prépare? J'imagine qu'on en rêve, non? De fouler le sol Alors, parisien je vais pour les être Jeux assez Olympiques. honnête. Aujourd'hui, je n'y pense pas. Pourquoi? Parce que nous, en athlétisme, on prépare nos championnats année après année. Aujourd'hui, je suis arrivé sur les championnats du monde d'athlétisme qui auront lieu à Budapest en août 2023. Il faut savoir que les mondiaux d'athlétisme ou les Jeux Olympiques, c'est le même niveau. Pour nous, moi, je retrouverai les mêmes bonhommes, que ce soit aux mondiaux qu'aux Jeux. Et on se prépare toujours saison après saison. Bien sûr que pour moi, l'objectif ultime, c'est les Jeux. Mais pour l'instant, je suis arrivé sur les championnats du monde d'athlétisme de 2023. Et puis en septembre 2023, quand on remettra les choses dans l'ordre comme on est en train de le faire actuellement, ben, ça sera vraiment les Jeux. Et là, je pense qu'on mettra vraiment tous les atouts dans la balance pour, comme tous les athlètes. Les années olympiques, c'est toujours des années folles. Il y a des performances, le niveau mondial s'élève, tout va à volo. Et quelque part, on est aspiré. Et moi, j'espère être l'aspirateur de ça. Parce que bon, maintenant, je suis dans le top 5 mondial tous les ans depuis quelques années. Donc je me dis que quelque part, le niveau monte, mais moi je monte aussi. On va parler aussi d'un autre sujet. Tu es aussi conseiller municipal à l'opposition à Gandrange. Comment on arrive à gérer à la fois la vie de sportif et la vie politique? C'est pas compliqué à certains moments? Je vais donner l'exemple simple de Yann Schrub, qui est en 8e année de médecine, interne en médecine, et qui est médaillé au championnat d'Europe. Exactement. Je pense que c'est un peu plus dur pour lui d'être interne en médecine que moi d'être conseiller d'opposition. En tout cas, moi, je le fais sur une ville de 3000 habitants que j'aime passionnément. Je suis né à cet endroit-là, j'ai grandi à Gandrange. J'ai fait mes premières activités sportives à Gandrange. J'ai commencé ma vie, je l'ai commencé là-bas. Et si aujourd'hui je réussis ce que je fais et que j'ai atteint mes rêves, je voulais être conducteur de train quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je suis conducteur de train. Et ben, c'est parce que j'ai vécu dans cette ville de Gandrange au passé sidérurgique. Et aujourd'hui, ben, c'est naturellement que je m'applique et que c'est peut-être une surprise pour vous, mais a priori, en 2026, lors des prochaines élections municipales, je serai certainement tête de liste pour être maire de Gandrange. Et c'est vraiment avec fierté que je le dis, parce que pour moi, ça me prend au cœur, cette ville de Gandrange et tous ses habitants, et tous les gens que je connais qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu aussi tomber quand j'ai eu mon contrôle positif, mais qui m'ont aidé tous les jours. Les gens que je croisais vraiment me poussaient à revenir, me poussaient à faire du sport. Et aujourd'hui, c'est mes premiers supporters. Je veux dire, quand je me balade dans la ville, tout le monde me dit « Ah, la figure locale ». Moi, ça fait tellement plaisir. Mais quelque part, je leur dois aussi à eux. Parce que j'ai commencé peut-être grâce à eux, grâce à une assoce, voilà, à faire du sport. Et moi, je me dis que c'est aussi leur rendre que de m'investir pour ma ville. Merci beaucoup, Quentin, Merci pour beaucoup. cet échange. Et on l'a compris, il vient d'annoncer sa candidature aux prochaines municipales. Ça sera donc en 2026. Merci beaucoup, Quentin. Merci. Place à présent à notre dernière séquence, Esprit d'artiste. Voyage, voyage. C'est joli comme tout. Plus loin que la nuit et le jour. Oh, que c'est joli ça. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage. Eh oui, les images, elles remontent. C'était il y a tout juste 2 ans. Salut Lisa. Bonjour, Comment tu vas? ça va, merci. Ça va bien? Super. Très bien. Alors, ces images-là, c'était il y a 2 ans, je viens de le dire. Mais depuis, tu as eu ton permis de conduire. C'est une grande liberté, c'est ça? C'est vrai que ça change la vie, oui. Le code, ça a été compliqué, je crois. En fait, je m'y suis pris un peu tard. Donc, j'ai eu un peu de mal à le passer. Mais je l'ai eu avec une faute. Ouais. Et le permis, je l'ai eu en une fois aussi. Mais contente. J'avais besoin du permis. Donc, je suis ravie de l'avoir maintenant. Maintenant, tu vas pouvoir sillonner toute la France pour faire des Exact, concerts. des concerts. Alors, on a pu te découvrir dans la France, un incroyable talent sur M6. On en a vu justement un extrait il y a un instant. Tu avais 16 ans et demi à l'époque. Aujourd'hui, eh ben, le parcours est extraordinaire. Le chemin continue avec plein de projets dans la tête. Bah, c'est vrai que c'est passé très vite. Ça fait déjà 2 ans. J'avais 16 ans. Maintenant, Ouais. j'en ai 18, presque 19. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses pendant ces 2 ans qui se sont passées. J'ai fait d'autres émissions, j'ai sorti mon premier single, Maman est là. On J'ai va fait en parler un film justement, ouais. aussi. Plein de belles choses et il y a plein de belles choses à venir encore. Donc le chemin continue et on espère que ça durera encore longtemps. C'est quoi le planning d'une artiste comme toi, jeune?
pétillante, qui a envie de réussir et envie de faire plein de choses? Alors un planning, c'est pas toujours le même tous les jours. Je fais beaucoup de sport. Le sport pour moi c'est très important. Après il y a beaucoup de shooting photo, il y a des sessions studio, il y a le tournage de clips par exemple, des concerts les week-ends. C'est très chargé, mais j'ai décidé de faire ce métier-là, donc c'est ma passion. Alors, il faut la vivre à 100%. Voilà, exactement, c'est ça. Alors, tu as quand même décidé d'arrêter l'école, en tout cas de mettre entre parenthèses le système scolaire pour te consacrer pleinement à ta passion, parce qu'il faut saisir les opportunités au bon moment. C'est un peu ça la philosophie? C'est ça ma philosophie. Pour moi, la musique, c'était maintenant ou jamais. Le bac, je peux l'avoir quand je veux, je peux le passer à 30 ans si j'ai envie. L'école, c'était pas pour moi. J'aimais pas être assise pendant 8 heures sur une chaise. Donc moi je voulais vraiment chanter et je me suis dit si je me donne pas à fond, ça marchera pas. Alors j'ai pris une décision très réfléchie, mais je regrette pas. Et c'est plutôt bien parti pour l'instant, chanter. ça va. un premier single, Maman est là, puis un second, Décalé. Qu'est-ce que tu nous racontes justement dans ce deuxième single, Décalé? On imagine que c'est totalement décalé. C'est totalement décalé. À ton univers. À mon univers, c'est ça. Donc c'est vraiment un autre aspect de ma personnalité. J'ai vraiment voulu montrer une autre facette de moi, quelque chose qui était beaucoup plus peps, qui bougeait plus. Et dans cette chanson, je dis que je suis décalée, que j'écoute Brel, Cabrel. Je fais beaucoup de références aux vieux chanteurs de l'époque. Je leur rends hommage à travers ma chanson. Je parle de Balavoine, de Barbara. Et je dis que j'aime chanter les chansons de l'époque et que j'aime écouter ces chansons-là. Justement, tu tournais un clip la semaine passée à Metz, au Fox Coffee. Pourquoi cet endroit? C'est un endroit aussi un petit peu décalé des endroits que tu fréquentes? C'est ça, c'est totalement décalé. Le style était vraiment super beau, la décoration est très décalée pour le coup. Et en plus, c'est à Metz, c'est dans ma région, donc j'avais vraiment envie de rester chez moi et de faire honneur surtout à Isari, un chanteur que j'aime beaucoup. C'est lui qui est responsable de ce beau café. Donc je voulais vraiment faire chez moi mon clip, comme Maman est là où j'avais fait à Sarreguemines. Mais la déco était très belle et je trouvais que c'était parfait pour la chanson. Alors un endroit décalé, mais par contre lui l'invité surprise n'est pas du tout décalé. Stéphane Plaza. Il est décalé, si quand même. Il est décalé un petit peu. C'est qui pour toi Stéphane Plaza? Alors Stéphane pour moi c'est un peu comme mon tonton. Moi je l'appelle Tonton Plaza. Parce que depuis ça, 2 ans… Ça sonne bien en plus. C'est bien, t'as vu. Et ça fait 2 ans qu'il est là, depuis La France un incroyable talent, qui me soutient. Il m'a beaucoup apporté, que ce soit sur le plan humain ou professionnel. Grâce à lui j'ai pu faire Vivement Dimanche avec Michel Drucker. Plein de choses, vraiment, il m'a beaucoup apporté et il m'a proposé gentiment de venir dans le clip avec moi et j'ai accepté bien évidemment avec grand plaisir et j'étais trop contente de pouvoir tourner avec lui parce que justement il est décalé comme moi, donc pour moi c'était logique qu'il soit avec moi pour cette chanson. Donc le clip s'annonce lui aussi très décalé. Très décalé, oui. C'est prévu pour quand? Mi-octobre. Mi-octobre, Ouais. Bon, on retient la date, mais avant ça, j'imagine qu'il y a d'autres dates où on pourra potentiellement te voir. Ce sont lesquelles? Alors je serai à Romba le 14 octobre Ouais. à l'espace culturel. C'est mon tout premier concert solo. Donc voilà, la billetterie est déjà disponible. Je compte sur vous si vous avez envie de venir me voir. C'est avec grand plaisir, je serai avec mes musiciens. Donc vraiment, on travaille beaucoup, on a beaucoup de répètes avec mes musiciens et on a trop hâte. C'est le tout premier concert, donc on est très impatients, mais très stressés à la fois parce qu'on veut bien faire. Et je vais faire découvrir mes titres de l'album, toute première fois aussi. Donc j'ai hâte. Sinon, je serai le 30 octobre au Cinéma Forum de Sarreguemines. J'ai mon film qui sera en avant-première, Le Défi de Noël. Et voilà. Et on salue d'ailleurs tous les musiciens qui t'accompagnent. Et on parlait d'album. C'est prévu pour quand cet album, le premier? Début 2023 ou fin 2022. Pour Noël ou début janvier. Un cadeau de nouvelle année ou un cadeau de Noël. Ça marche. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ce que vous voulez. Le bonheur, l'amour, plein de belles la choses. santé surtout. Et la santé, on retiendra. Merci beaucoup Lisa Dan pour cette interview. Alors en entendant justement le clip de Décalé, on va visionner ou revisionner, en tout cas c'est ce qu'on vous propose, de regarder le clip de Maman est là. Exactement. Voilà, et juste avant ça, moi je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne prochain rendez-vous, ça sera mardi 17 octobre dès 19h. Mais avant ça, c'est Maman est là avec Lisa Dan. Regardez. Il m'a fallu bien du courage pour supporter les soirs d'orage, un peu d'amour, de sentiments, pour éviter tous les tourments, pour naviguer entre les vagues, entre les rêves, les terrains vagues de ma vie.
Aujourd'hui je ne crains plus rien. Un fil invisible me retient au bord du gouffre, du précipice. Même quand je souffre, même si je glisse, il y a sa peau, il y a ses yeux, il y a sa main dans mes cheveux et la magie. Maman est là et moi je vis. Maman s'en va, tombe la pluie. Maman me porte dans les abîmes. Maman est forte quand je m'abîme. Maman m'enivre de son sourire, me tient la main quand vient le pire. Je voudrais juste lui dire de ne jamais partir. Quand vient le temps des désaccords, comme un enfant dans son décor, je baisse la garde, je baisse le son. Dans le vacarme de mes chansons, toi tu comprends, toi tu écoutes tous mes tourments et tous les doutes de ma vie. Maman est là et moi je vis. Maman s'en va, tombe la pluie. Maman me porte dans les abîmes. Maman est forte quand je m'abîme. Maman m'enivre de son sourire, me tient la main quand vient le pire. Je voudrais juste lui dire de ne jamais partir.